Bienvenue dans le deuxième épisode du ce Main Event. On n'a pas reçu d'autres propositions et je propose de l'écrire S-E-U-M puisqu'on est belge. Ça fait Some Main Event. Ça fait un triple jeu de mots. C'est parfait. Alors cette semaine, on va discuter de la performance de Spivak qui a malmené Tibura. Se fait call out par Almeida avec la réaction de Fernando Lopez sur Twitter qui était intéressante. On va parler du coach de Dricus du Plessis qui utilise du taser lors des entraînements. On a Ramzat qui est de passage à Paris, qui s'entraîne et qui tourne avec Imavov. On a de nouveau Imavov qui est au cœur du trash talk de Brendan Allen qui commence ce travail au corps avec ses mots. On a Alex Pereira qui est accusé d'agression sexuelle qu'on va essayer d'un tout petit peu couvrir. Et puis une petite news qu'on vient d'ajouter juste à l'instant, McGregor potentiellement pas de retour avant 2025. On partage ça après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, on va faire par l'ordre cité en pré-intro. Spivak contre Tibura, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Spivak et qu'est-ce que tu penses du call-out de Almeida? Alors, je peux te dire ce que je pense du call-out d'Almeida, mais pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu ce combat. Donc justement, T'as même pas pris 104 secondes de ton temps pour regarder ça. J'ai su que c'était expéditif, mais je t'avoue que je crois que c'est la première fois en je sais pas combien de mois ou d'années que je regarde pas un event, mais cette fois-ci, c'était vraiment pas possible. Donc du coup, j'allais justement te poser la question, ce que t'en avais pensé. Bah écoute, c'est expéditif, il n'y a pas énormément à en tirer. Ce qu'on en tire, c'est que j'ai trouvé un Spivak assez agressif en pied-point. Il envoie deux beaux overhands, si je dis pas de bêtises. En tout cas, tu sens que ça connecte assez bien. Il avait l'intention d'utiliser sa gréco-romaine, ce qu'il fait très bien, très rapidement. Il se fait reverse, il se fait renverser au sol. Tibura qui fait un bon travail pour reprendre la position dominante. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est la première clé de bras en 4 ans chez les poids lourds. Il n'y en a plus depuis 4 ans chez les poids lourds. Et elle vient en plus de la position du dessous. Donc très très beau travail de Spivak à ce niveau-là. Franchement, c'est très propre. En plus, il avait perdu contre Tibura plus tôt, donc il prend sa revanche. Il y a toujours cet aspect mental, tu vois, quand tu dois prendre ta revanche, il y a ce jeu de j'ai très faim de reprendre ma revanche, mais tu as aussi les petits cauchemars, les petits flashs qui viennent de ta précédente défaite. Donc ouais, une très belle performance. Voilà, quand tu gagnes par soumission à partir du dessous chez les poids lourds, c'est automatiquement beau. Et j'aime bien le call-out aussi de Almeida. Ouais, je crois qu'Almeida est très malin de faire ce call-out. Et en plus, la manière dont il a fait, j'ai lu qu'il disait écoute, tu as envie d'aller de l'avant, je suis un petit peu devant, donc allons-y. Et je crois que c'est super positif de sa part parce qu'il avait été un petit peu, bon, pas détesté, mais disons que Dana White avait vraiment pas apprécié certains combats d'Almeida. Et le fait qu'il veut se montrer actif, je pense que ça peut vraiment aider sa carrière. Parce que, bon, on le sait, on le répète 1000 fois, mais l'UFC déteste quand certains combattants attendent, sauf si c'est Sean Strickland et Colby Covington. Mais pour le reste, ouais, c'est un peu compliqué. Et puis je trouve que c'est un bon call-out pour Almeida parce qu'il évite de nouveau un striker, il n'en a pas rencontré beaucoup et je pense que grappleur contre grappleur, ça ira très souvent à l'avantage de Almeida. Même contre Blaydes, au final, quand tu regardes le premier round, ça allait à son avantage. Blaydes a juste trouvé sa porte vers la victoire. Et puis c'est un chouette combat, voilà, c'est le combat qui va définir le nouveau nom à rentrer ou re-rentrer dans le top 5 et dans la liste des pré-contenders. Donc c'est ce que j'appelle pré-contender, c'est je me positionne pour la liste de noms auxquels on peut penser pour le combat qui va définir le prochain à affronter le champion. J'ai l'impression que l'autre sera un peu le gatekeeper du top 5, on va dire un truc comme ça, quoi. J'ai vraiment l'impression que ce sera ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, comme la division, il y a beaucoup de noms pour l'instant au top, avec Jones et Stipe qui bloquent un peu, Aspinall qui est intérim, le combat Volkov contre Gane qui devrait définir le prochain, peut-être Alex Pereira qui peut monter, on sait pas trop. C'est dans l'intérêt de tous les poids lourds
surtout ceux qui n'ont pas une méga hype derrière eux. Almeida et Spivak, je pense pas qu'ils aient une grosse base de followers, de rester actifs pour prendre un maximum d'arguments dans cette course vers le titre. Ouais. En parlant de Volkov, j'étais vraiment super étonné. On fait une petite parenthèse, une seconde, si tu peux me dire pourquoi est-ce que tu crois que c'est aussi disparate, mais la cote de Volkov contre Cyril Gane, il donne beaucoup de crédit à Cyril Gane. Et je suis content pour Cyril, mais je suis super étonné. Elle est à combien là? Je crois qu'il est à... je l'ai noté dans le groupe, si tu veux. Je peux... On n'a pas voulu te griller avec Brian ce matin. Mais tu le fais tout seul, c'est bien. Je me suis dit, heureusement, ils l'ont pas fait. Donc, si tu peux regarder, c'est le dernier. Je crois que c'est parmi les derniers. Donc, c'est la première fois que je mets une parenthèse avec une explication dedans. Mais... 2,92. 2,92. Ouais, voilà, 2,92. Enfin, je trouve qu'il est quand même sur une dynamique incroyable. Je sais qu'il y a déjà eu le premier combat, mais on l'a déjà dit, le premier combat, il est plus serré que ce qu'on pense. Ouais, mais je pense que voilà, le narratif et ce dont les gens se souviennent, c'est que ça a été facile pour Cyril Gane, alors qu'effectivement, je trouvais ça, je vais pas dire difficile, mais voilà, c'était pas le combat le plus simple pour Cyril. Il y a eu des bons moments pour Volkov. C'est sur 3 rounds aussi, ça peut changer quelque chose. Et comme tu l'as dit, Volkov est vraiment sur une grosse ascension active. Cyril, il est bien, il est sur une victoire, mais inactif. Donc je pense que ça se base quasi exclusivement sur ce qui s'est passé dans le premier combat. Et j'ai quand même le dire, autant Volkov a gravement amélioré son jeu depuis leur première rencontre, autant il faut pas négliger. Cyril s'est vachement amélioré depuis aussi. Ouais, mais je disais plus par rapport aux adaptations qu'il y avait à faire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire du côté de Volkov. Ouais. Qui, comme on l'a dit, voilà, à mon avis, il a été surpris de la puissance, entre guillemets, donc pour pas comparer avec des Ngannou, etc. Mais juste, je pense qu'il a sous-estimé la puissance de Gane, et quand Gane a commencé à lui mettre des jabs, il s'est dit, bon, en fait, il faut que je change de strat. Et là, il a du temps pour pouvoir se préparer et plus jouer sur ses avantages physiques que je trouve qu'il avait pas tellement été mis en avant sur le premier combat. Ouais, je te rejoins, je pense que le combat est plus serré que ce qu'on croit et la valeur par rapport à cette cote est du côté de Volkov et pas de Gane. Tant qu'on est sur le sujet, c'est intéressant puisque Fernand a profité de la victoire de Spivak pour tweet ce qui suit. Donc il a tweet en repartageant le finish de Spivak en disant ça prendra du temps mais ils finiront par comprendre. Spivak, 3e du classement avec le plus de finalisation chez les poids lourds, juste devant Cyril Gane, 4e. Il soumet un black belt en 1 minute 44. Point de suspension. Comme quoi. Donc en gros, un petit tweet pour un peu... titiller. Ouais, titiller les haters. Moi, je suis pas contre. Je pense c'est bien. C'est bien de pouvoir mettre de la perspective sur la performance de Cyril. Moi, j'ai toujours surapprécié cette performance contre Spivak. Je l'avais trouvé exceptionnelle. J'avais eu la grande chance de voir ça cage-side en commentant le combat et je l'avais dit. Je crois que à l'écran, on voit pas à quel point c'est impressionnant la vitesse, la qualité de déplacement et surtout la gestion de la distance de Cyril Gane. Et quand on voit ce qu'on disait déjà avant le combat. Quand Spivak casse la distance et obtient un body lock, il est très dangereux. Donc le fait que Cyril ait réussi à rester loin de Spivak et qu'en plus de ça, la seule petite phase de grappling a été à son avantage, c'était effectivement une belle performance. Et c'est cool de le voir ici avec une masterclass, une victoire expéditive de Spivak. Ça permet un peu de remettre de la perspective sur cette victoire de Cyril Gane. C'est ça. Mais il y a un combat qu'on n'a pas mentionné. Il y a quand même, et c'est bientôt, tu vas ça contre Rozenstruik. Donc, c'est ce week-end. Ouais, j'ai l'impression que je pense qu'il serait peut-être même prioritaire si jamais il y a un KO ou un truc comme ça par rapport au combat de samedi. Tu y vas ça contre... Ouais. Tu y vas ça contre Rozenstruik, ils sont trop loin. Hein. J'ai quand même l'impression... C'est 10 contre 12, tu y vas ça sur 4 défaites consécutives. Ouais, mais on parle toujours de la même chose, c'est pas juste l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect... Enfin, je parle d'aller plus loin dans le classement, pas pour un title shot. Hein. Ah, okay, mais juste sur les bons combats, j'ai l'impression qu'on va plus les donner à un Tai Tuivasa qui est maintenant quand même une star avec tous les chouïs et tout ce qu'on veut, malgré le fait qu'il perde. Bah, je crois que l'UFC aimerait quand même capitaliser sur lui et je pense que d'ailleurs ils aimeraient bien avoir une victoire de Tai Tuivasa chez lui, quoi. Donc voilà. Ouais, je pense, mais bon, pour moi, il est quand même loin derrière, là. 4 défaites consécutives, ça va être difficile à vendre. Ça fait 4 maintenant, je crois que c'était 3. Non, ça fait 4. Ça fait 4. Ouais, donc là, je pense qu'ils espèrent relancer un des deux. Et ils font un peu le combat striker contre striker chez les poids lourds. Je pense pas que... Ouais, je pense que celui qui gagne, il aura encore un combat un peu dans le ventre mou des poids lourds. Ouais, mais moi, je te le dis, je pense que si jamais
il y a un vrai combat, une vraie bagarre et ça finit par un gros chaos, ce qui est le plus probable. Ouais. Et il y a un chouïa à la fin avec la foule qui est en délire. Franchement, je serais pas étonné qu'il y ait un petit pont, enfin un gros pont qui passe au-dessus de certaines personnes. Ouais, il pourrait passer au-dessus de certaines personnes. Et d'ailleurs, il pourrait prendre Spivak, hein. Ah, Quoique, ça s'est déjà produit. Attends, mais en fait, cette division poids lourd, t'as quasi fait le tour. C'est compliqué de plus faire de mais elle est revanche. bloquée, hein. Elle est bloquée. Ouais, elle c'est commence à vraiment- être bloquée parce que Et t'as même moins de renouveau. T'as un turnover qui est moins élevé chez les poids lourds que dans d'autres divisions. ce qui est embêtant, c'est que t'as même le Robélis, ou comment il s'appelle, d'Espagne, qui lui aussi, bah, il y avait des attentes au départ parce que voilà, en autant de secondes, et puis au final, on a vu que c'est plus compliqué que. Ouais, ça arrive souvent. C'est clair qu'en poids lourd, tu peux faire une méga ascension, mais ta hype, elle peut tomber sur un simple combat. Et là, c'était le cas pour Despain. Ok, coup de taser. Ah là, je crois que j'aurais te poser la question de voir ce que t'en penses. Est-ce que c'est des méthodes que tu utilises toi-même ou comment ça? Non. Moi, j'ai toujours été, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du coaching sportif, Bienveillant. sur le positif, essayer de faire des encouragements positifs et d'éviter d'être dans le négatif ou dans l'extrême. Sexuellement, non, j'ai conne. Mais non, pour être honnête, je comprends pas cette méthode. Ça me fait rire parce que je voyais dans les commentaires de certaines vidéos que limite c'est normal en Afrique du Sud. Je peux pas juger, je suis jamais allé là-bas. Je sais pas si c'est des gens qui trollent qui disent ça. Je sais même pas si la vidéo c'est du troll ou s'ils l'ont fait juste pour la vidéo ou s'ils font vraiment ça. Je serais étonné quand même que ce soit vrai, franchement. Ouais. J'ai l'impression que tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui essayent d'apporter de la lumière sur ce qu'ils font. Donc, par exemple, on se rappelle il y a pas très longtemps de Aspinal qui mettait ses mains dans le pétrole pour les rendre durs, etc. Il y a des légendes comme ça, mais bon, après, on apprend que c'était pas vrai, que c'était un troll et je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas. Non. Enfin, tu vois, bon, à part le buzz ou le respect, mais bon, il y a d'autres manières de se faire respecter à la salle que de taser tes élèves, tu vois. Ouais, non, je pense pas que ce soit une question de respect. Je pense que l'idée derrière, c'est difficile à comprendre parce que l'accent d'Afrique du Sud est trash quand même. Je comprends plus facilement les Écossais, euh, ce qui est déjà compliqué. Mais il semble dire que voilà, c'est quand tu fais une erreur, boum, coup de taser, comme ça tu refais plus l'erreur. Je pense que ça fait un peu leçon à apprendre rapidement. Tu vas plus vite apprendre si tu prends un coup de taser que si tu as quelqu'un qui dit monte ta garde, monte ta garde, monte ta garde. Tu prends un coup de taser, tu comprends que ta garde, tu dois la monter. Je crois que la logique, elle vient de là. Je vais me positionner. Je pense qu'elle est pas bonne. Elle peut fonctionner. À mon avis, elle fonctionne plutôt bien. Je pense que il y a certains humains qui kiffent les coups de taser, je pense, dans la plante de pied comme ça. Mais pour la plupart des humains, je pense que c'est une bonne leçon. Mais je crois pas que ce soit la bonne méthode. Après, on le voit à haut niveau. Encore une fois, je sais pas si c'est un troll ou pas, mais ça a fait un peu le buzz. Valentina, dans le premier épisode du TUF contre Alexa Grasso, elle dit on boit pas à l'entraînement. On boit pas à l'entraînement, c'est ça qui fait le champion spirit. Et là, il y a tous les scientifiques, tous les coachs, tous les kinés qui sont un peu retournés et qui ont fait non, mais c'est n'importe quoi. Il faut boire de l'eau, rester hydraté. Je pense que Dustin Poirier, il aurait dû hey, stay hydrated. Voilà, il y a des méthodes à l'ancienne qui restent dans certaines équipes. On en parlait avec Alec. Pour s'améliorer, la remise en question est nécessaire. Bah, là, je pense que c'est des vieilles méthodes qui restent un peu dans certaines équipes. Mais je crois qu'il y a un narratif qui est resté depuis pas mal de temps, depuis les films, tu vois, où tu t'entraînes à la dure, peut-être grâce à, tu vois, Rocky, Rambo et tous les trucs comme ça, où tu dis, bon, au plus c'est spartiate, au plus c'est compliqué, etc., au plus c'est efficient. Mais je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit le cas. On en avait parlé, j'avais eu un entraîneur aussi qui m'a aussi très mal mené et en fait, c'est bizarre, je comprends la satisfaction. Il y a quand même une part un peu masochiste derrière, tu vois, tu dis bon, tu rentres chez toi, tu sens que t'as travaillé. Mais et même dans l'autre sport, quand je faisais la natation, si tu ratais un virage, tu devais sortir et faire plein de pompes et on te criait dessus, on te traitait mal, on te traitait vraiment très très mal. Moi, ça me motivait. Mais ça allait pas au coup de taser, quoi. Tu vois, si tu mets des coups de taser tous les heures, je sais pas si ça marche, quoi, tu vois. Je sais pas si tu t'es déjà fait taser, mais enfin, voilà. Non, pas encore et je touche du bois, comme si j'avais du bois ici. Mais après, il semble le faire de manière ludique. Il rigole dans la vidéo. Donc. Non, mais il y en a d'autres, hein. Par exemple, comment il s'appelle, Eugene?
Ouais. de Nouvelle-Zélande, bah, il y a aussi eu des rumeurs, je sais plus ce qu'était la rumeur sur la manière enfin, il y avait des critiques qui avaient été faites sur certaines de ces méthodes, mais je sais plus exactement ce que c'était. Après, voilà, chacun ses méthodes. Et il y a un peu cette logique de, tu vois, c'était quoi? Hard times create hard men creates easy Good time time, create ouais, time weak creation. men. Et t'as un peu voilà, je suis sûr que même dans la section commentaires, t'as des gens qui vont être un peu plus en alignement avec ces méthodes un peu plus à la dure, parce que ce côté à la dure permet effectivement. Il y a un argument qui serait solide de dire s'entraîner à la dure, ne pas boire d'alcool, ne pas boire d'eau pendant l'entraînement, ça travaille ton champion mindset potentiellement, mais de l'autre côté, ça te permet pas d'avoir un entraînement optimal. Et c'est vrai qu'en MMA, tu as un peu ce truc de bah, quand tu combats, tu dois être conscient du danger. Et donc, si à l'entraînement, tu es conscient que si tu fais quelque chose de mal, tu te fais taser, tu as Je un comprends, je comprends. cheminement intellectuel qui se reproduit. Donc, peut-être, moi, je le Mais ferai par pas. exemple, Voilà, tu moi, vois, je le ferai pas. mais par exemple, ce serait cool de faire un épisode là-dessus, franchement, parce que il y a des gens qui sont considérés comme à la dure, mais personne n'a remis quoi que ce soit en question. Par exemple, Khabib, ses entraînements, on sait, bah, il y a Eric Nixie qui en parlait il y a pas longtemps, qui disait, voilà, j'ai été chez lui, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de blague, il n'y a rien. C'est tu t'entraînes et tu Ouais. restes concentré. D'ailleurs, même d'un point de vue privé, c'est pareil. C'est pas, par exemple, Paddy, je pense pas qu'il pourrait s'entraîner là parce que Non. tu dois être discipliné toute l'année, tu dois être prêt toute l'année, tu dois tout le temps être là. Et donc, du coup, Paddy, c'est plus des cycles. C'est pas une critique, hein. C'est Non, probablement sa santé mentale. Il aime bien se faire plaisir, il en a besoin. Il dit qu'il aime pas avoir des abdos, qu'il aime bien manger. Donc, bah voilà, il se fait plaisir. Je sais plus combien de kilos il a repris, mais c'est de nouveau un record, ce qu'il a fait. ouais, mais en fait, ça rejoint vraiment la ligne éditoriale de Fight Minds. Depuis le début, on dit que ce qu'il y a d'important en MMA, c'est la capacité d'individualiser. On est tous différents, on a tous une pédagogie différente, on a tous une façon d'apprendre différente, les combattants ont tous un style différent. Et donc, peut-être, oui, peut-être que cette méthode fonctionne pour un certain set de combattants et que des méthodes plus light, plus rigolotes fonctionnent pour un autre set de combattants. Et pour Khabib, clairement, le truc sans musique, sans rigoler, on est là pour travailler et ça a très bien fonctionné pour lui. Résultat, Et c'est pour la les autres. preuve. Et Et pour les autres. par contre, tu prends un Stipe Miocic, je pense qu'il s'entraîne à l'entraînement. Quand tu vois sa personnalité, je pense que l'entraînement doit être un peu ludique. Et d'ailleurs, c'est paradoxal en fait, parce que Daniel Cormier avait dit que les échauffements que lui donnait à la AKA étaient très ludiques. Et Mhm. pourtant, il y a Khabib qui est passé par là. Donc, je pense que chacun doit avoir un peu Ça sa sensibilité. pédagogie, Non, sa mais méthode, et les élèves doivent venir et voir si ça leur convient ou non. Si ça leur convient, tant mieux. Si ça leur convient pas, tant pis. je crois que c'est culturel aussi, hein. Je crois Ouais. que c'est culturel. On le mentionnait, l'Afrique du Sud. Euh, pour sa manière, on le sait, avec le rugby, il y a des entraînements qui sont vraiment très, très compliqués. Mais par exemple, si tu prends les Brésiliens, moi, je les ai vus s'entraîner avec Charles Oliveira, etc. Et ils mettent de la musique et c'est la fête, hein. C'est vraiment, Ouais. c'est la fête. On se comprend. Ils ont besoin d'avoir toujours de la musique brésilienne. Ils Ouais. mettent de tout et c'est plus comme un jeu. Bon, ils tapent fort, enfin, ça y va. Mais par contre, c'est pas dans le silence et très très spartiate, quoi. C'est Ouais. pas le même genre. Ouais, je pense qu'il y a une série de méthodes qui peuvent fonctionner. Même la méthode Jiri Prochaska, elle a bien fonctionné pour lui. Donc voilà, je pense que c'est une question de. En tant que coach, tu as une responsabilité de l'ambiance que tu mets dans ton équipe. Je pense que l'ambiance d'une équipe dépend beaucoup du coach, les règles, à quel point il est fixe sur les règles, sa pédagogie, sa façon d'entraîner. Est-ce que c'est plus sur la logique? Est-ce que c'est plus sur du drill? Est-ce que les entraînements sont hardcore? Est-ce que les entraînements sont plus dans la réflexion? Voilà, chacun a ses méthodes et moi j'avais toujours fait ça en tant qu'entraîneur quand je voyais qu'un élève n'allait pas progresser de manière optimale chez moi, j'avais aucune difficulté à le rediriger vers un club qui serait plus adapté à lui. On avait, j'ai l'exemple, j'ai pas cité, mais j'ai eu un élève où je sentais très bien que le meilleur moyen pour lui de progresser, c'était pas des explications logiques, c'était plus répéter de la technique. Je l'ai envoyé dans un club avec un coach de Muay Thai de base qui s'était transformé en coach de MMA et qui était dans la répétition. Tu arrives, tu as 5 exercices à faire sur 1 heure et tu le répètes, c'est tu le fais, je le fais, tu le fais, je le fais, tu le fais, je le fais et voilà, ça rentre comme ça. Et chez nous, on était plus un peu sur la logique, les situations, les contextes de combat, on utilise ça dans tel moment et voilà. Et c'est comme ça partout. Donc voir une méthode comme ça, moi ça me choque un tout petit peu parce que c'est pas du tout une méthode que j'utiliserais, mais je vais pas remettre en question non plus les méthodes du coach du champion middleweight de l'UFC. Ouais, ça, Si c'est vrai, encore une fois, avec cette nuance. c'est vrai.
Ramzat Chimaev est à Paris. On l'a vu sur plusieurs photos avec Nicolas Haute et Nassourdine Imavov. Voilà, ça fait partie de l'actualité du français. Moi, du MMA français. Je vais pas poser des questions par rapport à est-ce que c'est un gros apport ni quoi que ce soit, mais je me suis posé une petite question en disant Ramzat et Imavov aujourd'hui sont dans la même catégorie de poids et pourraient se rencontrer à l'avenir. C'est ça le problème que j'ai. Si tu tournes avec quelqu'un pendant 2 semaines, 3 semaines, t'acceptes le combat. Hein. Franchement, tu deviens pas pote en 2-3 semaines. Est-ce que c'est un avantage pour un lutteur ou pour un striker de s'entraîner ensemble, selon toi? Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. En fait, bon, pour moi, il y a un avantage à tous les deux, c'est de pouvoir jauger le niveau et voir, de pouvoir le sentir, parce que c'est une chose de pouvoir le voir à la télé, mais par exemple, Dricus, je crois que c'est compliqué si t'as pas tourné avec de pouvoir voir ce qu'il est possible de faire ou pas, tu vois. Et je crois que Khamzat rentre dans cette catégorie. Je crois que Khamzat est vraiment très fort, et donc de pouvoir sentir ça, aussi le rythme, c'est étonnant parce que apparemment, bah, c'est ce que tout le monde dit. Là, bon, je le cite souvent parce que j'aime bien les vidéos, mais Clément Marcoux a été voir ses entraînements et il le dit lui-même, c'est un monstre. Et qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'il gaze out aussi vite, pardon, encore un anglicisme, qui se fatigue aussi vite, qu'il est en dette d'oxygène aussi rapidement. Mais du coup, on comprend pas trop parce qu'apparemment, les entraînements qu'il fait, c'est le premier à rentrer, le dernier à partir, il tue tout le monde, il s'énerve quand c'est pas assez fort. Et donc, c'est intéressant, je crois, pour Nassourdine, d'avoir un profil aussi différent et de pouvoir se tester à lui. Et aussi, je me dis que pour les prochains combats que Khamzat pourrait avoir, c'est intéressant d'avoir un vrai middleweight comme Nassourdine. Et aussi peut-être que je pense que si jamais Israël Adesanya gagne le prochain combat, c'est possible qu'il y ait Khamzat contre, enfin si jamais Khamzat gagne aussi, que c'est possible qu'il y ait un combat contre les deux. Ouais, et puis donc, je pense que pour Khamzat, c'est intéressant de tourner avec Nassourdine parce que dans la préparation Whittaker, c'est le middleweight qui ressemble le plus à Whittaker, c'est Nassourdine à l'UFC. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc du coup, et même par rapport à Adesanya, bon, c'est pas exactement la même chose, mais en termes enfin, les deux sont des strikers avec une grande allonge, blablabla, et donc je me dis que ça peut être intéressant pour lui d'avoir un vrai middleweight face à lui. Parce que, on le sait, il a combattu en middleweight, mais pas contre des vrais middleweight. Donc voilà. Ouais, et moi, la petite théorie que j'avais, c'est quand tu as un lutteur qui tourne avec un striker, et qui pourraient se rencontrer plus tard dans leur carrière, c'est quand même un léger avantage pour le striker, parce que quand tu vas tourner en lutte, tu vas beaucoup plus vite tourner à 100%. Quand tu tournes en pied-point, tu vas être un peu plus light dans ton approche, généralement, surtout quand tu fais pas confiance. Après, ça dépend encore une fois des clubs. Je pense que j'avais un de mes élèves qui était allé tourner à l'équipe. Il avait fait un tour du monde pour tourner dans plusieurs équipes. Et c'était intéressant parce que du coup, il avait un peu vu comment ça s'entraînait en Thaïlande, comment ça s'entraînait au Brésil et aux États-Unis. Et il avait dit au Brésil, c'est un truc de malade parce que tu as des KO tous les jours à la Novia Unio, c'est là où s'entraînaient Barao et Aldo. Et tous les jours, tu as des KO à l'entraînement. C'est un truc de ouf. Donc voilà, selon les équipes. Mais bon, en général, je pense que en pied-point, tu vas plus vite tourner à 60-70%, alors qu'en lutte, tu peux plus facilement aller à 100% parce que le risque de KO est quasi nul et de blessure est un peu plus nul. Donc, en tant que striker, quand tu vas tourner avec un lutteur, tu vas tourner avec lui à 100%, tu vas te rendre compte de ce qu'il peut donner en combat. Alors que un lutteur face à un striker à l'entraînement, il va peut-être se sentir à l'aise en pied-point et puis en fait, en sparring, je veux dire, et puis en fait, dans le combat, il va se rendre compte que, ok, quand il met le pied sur l'accélérateur, il y a une sacrée différence et cette différence, je peux pas la gérer. Donc je pense que c'est un avantage si un jour il se rend compte pour Imavov d'avoir un peu tourné avec Khamzat, et c'est pas spécialement un indicateur pour Khamzat s'il n'aura pas eu la vraie version de Imavov debout. Par contre, il aura eu sa vraie version en lutte et il pourra trouver les failles. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour les deux à ce point-ci de leur carrière, je pense. Et voilà, je pense que c'est éphémère. Ils vont peut-être pas s'entraîner super longtemps ensemble, et tant mieux parce que il y a une haute probabilité quand même que leurs chemins se croisent dans leur carrière. On reste sur le sujet Imavov. On a un Brendan Allen qui a donné une interview à MMA News et il accuse Nassourdine Imavov d'être la raison pour laquelle le combat n'est pas en 5 rounds et il décrit ce choix comme un bitch move. Bah du coup, je trouve que c'est un peu light pour du trash talk. Franchement, c'est pas... Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que Nassourdine particulièrement... Enfin, peut-être que c'est possible que c'est lui qui l'ait demandé, mais bon, c'est pas qu'il est en train de faire ce que Joaquin Buckley a fait ou ce que d'autres ont fait. Je trouve ça quand même assez light. Je trouve pas vraiment que c'est du trash talk qui se plaint du fait que ce soit un 3 rounds au lieu d'un 5 rounds. Bon, ok, voilà, c'est pas...
pas grand-chose. Ouais, c'est juste le côté beach move qui Ouais, semble mais être. bon, on va pas se Tu lever vois. en train de dire oh c'est pas vrai, écoute ce qu'il a dit. Ça va, c'est pas. Enfin, tu vois, bon, c'est vrai que c'est Nassourdine qui est connu pour le fait de pas trop accepter enfin, les manques de respect, mais bon, voilà, je crois que c'est pas ça qui va le sortir de sa concentration, en tout cas, j'espère, quoi. Bah, moi, en fait, c'est surtout ça le point, je pense. J'ai l'impression que Allen va commencer un travail où il va essayer de titiller Nassourdine, parce qu'effectivement, c'est connu. Jusqu'à présent, en tout cas, les moins bonnes performances de Nassourdine dans la cage, c'est quand il a été titillé par ses adversaires avant le combat. Il semble avoir travaillé là-dessus, mais je pense que du côté de Allen, ça fait partie de la stratégie. Il a la personnalité pour, en tout cas, et donc je pense que c'est une bonne idée de son côté d'au moins essayer, voir ce que ça peut donner. Et du côté de Nassourdine, c'est aussi une opportunité de prouver que il a travaillé là-dessus, qu'il a réalisé que ses moins belles performances à l'UFC, c'était quand il s'est laissé un tout petit peu déborder par le côté émotionnel lié au trash talk ou à l'attitude de son adversaire avant le combat. Et donc, moi, je vois ça comme du positif. Je vois ça comme, voilà, Allen prend ça au sérieux et commence déjà sa préparation en dehors de la cage. Et c'est une opportunité pour Nassourdine de nous prouver une nouvelle fois qu'il est capable d'être en performance optimale, qui, selon moi, est lorsqu'il est le plus froid possible dans la cage. Oui, c'est vrai. Une fois qu'il reste concentré, il est létal, hein. Il y a rien à dire. Ok, on va passer au sujet peut-être le plus complexe de ce podcast. Alors pourquoi Bon, est-ce qu'on j'arrête en de parle? sourire alors. Bon, Attends, je me 3, concentre. 2, 1. Euh, à la base, on comptait pas spécialement traiter de ce sujet. Moi, j'ai reçu 2 DM de personnes qui demandaient pourquoi on n'en parlait pas. Et c'est vrai que si on m'avait posé cette question il y a 2 mois, j'aurais dit bah, simplement c'est pas dans notre ligne éditoriale. Maintenant, on a décidé de faire cet hebdomadaire qui passe en revue l'actualité MMA. Et l'actualité MMA, c'est pas uniquement les résultats, c'est aussi ce qui se passe en dehors de la cage. Donc là, on a Meredith Brown qui a accusé publiquement Alex Pereira d'une agression sexuelle. Ça fait partie de l'actualité, donc c'est peut-être un sujet peut-être un peu plus large. Je crois qu'on devrait le prendre J'imagine dans que tu es un autre passé sens. au travers de ça. Voilà, quel est ton avis sur cette situation? C'est vraiment très compliqué de donner un avis. Enfin, voilà, on va être accusé d'à chaque fois de pas trop se mouiller, mais de nouveau, je pense il faut ne pas, en fonction de peu ou pas d'éléments, donner une opinion. Voilà, je crois que nous, ce qu'on devrait faire, c'est juste se tenir sur les faits, et on va vous partager les faits, simplement les faits. Donc, il y a, donc, comme tu l'as dit, une fille qui s'appelle Meredith, et il faut le mentionner parce que ça fait parler pas mal, le fait que ce soit une fille qui fait du OnlyFans, Ouais. qui a accusé Alex Pereira sur son TikTok, je pense. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Et le problème, et ce que les gens voient comme souci, c'est que ça peut être une stratégie pour pouvoir vendre encore plus on va dire, d'accès pour sa page sur laquelle elle partage du contenu osé, on va dire. Donc, du coup, Hmm. euh, moi, je pense qu'on ne doit pas dire s'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. Je crois que c'est plus simple si on parle de l'histoire de manière générale et surtout, et c'est ce qui nous importe le plus, les implications que ça pourrait avoir sur le sport. Voilà, Tout à fait. c'est ce que je pense. Donc, de manière courte, elle explique qu'il y a une fille qui est une amie à elle qui l'a. Tout ce que je dis, c'est supposément, ce ne sont pas des faits, hein, c'est ce qu'elle a dit. Tu Comme ça, rapportes voilà. Et ce je qu'elle a rapporte dit. ce qu'elle Ouais. a dit. Donc, comme ça, on ne dit pas que c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, elle serait venue avec une amie lors de l'UFC 303. Elle dit qu'elle n'y connaissait rien à l'UFC et qu'en fait, elle aurait. Donc, son amie était en contact avec le traducteur et ami de Alex, celui qu'on voit partout. Pas celui qui traduit très bien, enfin pas méchant, mais Ouais. celui qui est l'autre qui est tout le temps avec lui. Et donc du coup, elle savait pas du tout. Elle dit qu'elle savait pas du tout qui était Alex Pereira. Et première chose un peu spéciale, on va dire, c'est qu'elle dit que c'est Alex Pereira qui lui aurait demandé une photo. Donc parce qu'il y a une seule photo qu'elle a comme preuve, c'est qu'ils se sont vus et ça fait une photo un peu fan de tous les deux lors de l'événement. Et bon, faut savoir que Alex Pereira, ce qui étonne dans cette première chose, c'est que Alex Pereira est quand même une grosse star, vraiment une très grosse star maintenant dans son pays, aux États-Unis, etc. Et je l'ai vu, il ne sait pas marcher sans qu'on lui demande des photos. Et c'est quelqu'un d'assez réservé. Et c'est étonnant, vu la quantité de stars qu'il a rencontrées,
les gens disaient il a jamais demandé une photo à quelqu'un pour dire quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, ils se seraient vus. Elle dit, et c'est ça qui est un peu spécial aussi, donc tout est à prendre avec des pincettes, que Alex Pereira aurait fait une remarque désobligeante à un moment donné, qu'il l'aurait fait via son traducteur parce qu'elle ne comprenait rien, qu'elle se sentait pas à l'aise, elle se sentait pas à l'aise, qu'il aurait essayé de l'embrasser, mais qu'elle aurait continué à essayer de le voir, qu'elle se serait rendue dans son hôtel et que de manière simple, elle aurait été dans son lit de manière naïve. Et c'est exactement ces termes, hein, c'est pas moi qui le dis, elle était naïve. Et que du coup, elle disait qu'elle n'avait pas envie à Alex Pereira, qui apparemment aurait une relation sexuelle non consentie avec elle. Le lendemain, aussi fait important, c'est qu'elle aurait continué à poster sur son OnlyFans comme si de rien n'était. Et donc là maintenant, elle ne compte pas porter plainte, mais elle compte l'annoncer sur son TikTok. Voilà, je ne rentre pas plus parce qu'elle fait une vidéo de 25 minutes où elle explique tout. Si vous voulez, je crois que tu pourras mettre le lien pour pouvoir avoir plus de contexte. Mais dans les deux cas, tant pour Alex Pereira que pour cette fille, je pense qu'on ne doit pas se positionner parce qu'on ne sait pas. Non. La seule chose qu'elle dit qui pourrait avoir un gros tournant, et c'est ça que je crois sur quoi il faudrait se concentrer, c'est que elle dit qu'elle a des preuves qu'elle n'a toujours pas apportées jusqu'à présent. Beaucoup de choses, j'ai vu un analyste, je crois qu'en droit, je crois qu'il était avocat, qui analysait tout ce qu'elle disait, qui disait qu'il y avait beaucoup de choses qui ne rentraient pas en ligne de mire, qui étaient des opinions. Et qui n'étaient pas des choses, des preuves. Alors que normalement, quand on accuse quelqu'un, on doit venir avec quelque chose de concret. Et la seule chose concrète qu'elle aurait, et qu'elle va essayer d'avoir apparemment, ou qu'elle va faire quelque chose, ce sont les vidéos qu'il y a eu dans l'hôtel où elle l'a attendu pendant 2 heures Alex Pereira. Donc Alex Pereira ne venait pas, puis il a dit à la base il devait sortir, il a dit écoute moi je suis fatigué donc si tu veux on va dans la chambre. Ils étaient à 4 dans la chambre avec le traducteur, ils étaient à 4 dans le lit et puis après à un moment les 2 autres sont partis et puis après ils sont restés lui et elle et c'est ce qu'elle dit naïvement, elle pensait que rien n'allait se passer. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, nous on n'en pense rien du tout, on explique juste ce qu'elle a expliqué et donc du coup là maintenant je pense que la chose à faire c'est la suivante. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas le même système judiciaire qu'ici en Europe. Nous, on est habitué à ce que les personnes doivent prouver qu'une personne est coupable. Alors qu'aux États-Unis, tu dois prouver ton innocence. Je sais il n'y a pas de présomption d'innocence en fait, dans ce cas-là. c'est pas aussi simple. Donc là, maintenant, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste en droit qui l'explique en commentaire, ce serait super gentil. Mais je sais que le système est différent. Et donc, là, du coup, ce qui est étonnant, c'est qu'elle dit qu'elle ne compte pas porter plainte, en tout cas jusqu'à présent. Et donc, elle a ramassé mais des centaines, voire des milliers de personnes qui sont en train de la défoncer sur ses réseaux sociaux, en train de dire vraiment que c'est n'importe quoi ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, si ça s'est passé, c'est grave. Si ça s'est pas passé, c'est aussi grave. Ce sont des accusations qui sont très graves envers les deux. Donc, c'est la seule position que moi j'allais prendre, c'est que c'est deux types de personnes. Donc les agresseurs sexuels, c'est le bas du panier mondial, et les fausses celles qui accusent en mentant, ça fait partie du même panier selon moi. Ouais. Donc du coup, elle pourrait vraiment détruire la carrière de Alex Pereira parce que si c'est avéré et si c'est non avéré, on imagine tous les deals qu'il peut perdre, la carrière, son image, etc. Et si jamais c'est juste pour se faire la pub, comme beaucoup le mentionnent, c'est un problème. À l'inverse, et on le sait, il y a beaucoup de stars qui ont été accusées. On le sait parfois à tort. On se rappelle du procès où il y avait quand même pas mal de choses qui avaient été changées contre Johnny Depp. Qui avait fait des milliards de vues un peu partout. Ils en ont fait une série sur Netflix. Il y a une série, etc. Donc on voyait qu'il y avait eu de la manipulation. On sait que des soucis dans les deux sens, mais voilà, Johnny Depp avait été, je crois qu'il avait gagné le dernier procès. Et donc du coup, c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est très compliqué de se positionner, mais ce qui est difficile ici, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un procès soit dans un sens contre Alex Pereira ou dans l'autre sens pour diffamation? Diffamation. Et jusqu'à présent, Alex Pereira n'a rien fait. Et il y a certaines personnes, d'habitude, la manière dont ça se passe, c'est il y a des agences qui sont des agences spécialisées. Je ne sais pas s'il a fait appel à ça, mais il y a des agences spécialisées en communication de crise que certaines marques auxquelles certaines marques peuvent faire appel. Donc, par exemple, on le sait, quand il y a eu
Je crois que c'était Ikea qui, il y a quelques années, avait eu de la vente de cheval dans la lasagne ou quelque chose comme ça et ça avait été un Oui, tollé. je me souviens. Mhm. Ben, il y a des agences qui sont spécialisées pour aider dans ce genre de situation. Et elles ont des protocoles, elles savent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et une des possibilités, c'est que une personne et c'est ce que je pense, ils gagnent des millions et s'il y a tout ça, probablement même que l'UFC s'en est mêlé et qu'ils ont recommandé probablement des contacts. Et c'est possible que l'agence ait recommandé de ne rien dire en disant, écoute, elle n'a aucune preuve, il n'y a rien du tout, donc laisse faire parce que si jamais tu t'en mêles, ça peut compliquer encore plus l'histoire, donc ne rentre pas là-dedans. C'est possible. Donc là maintenant, la chose à savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Alex Pereira? Est-ce que ça va avoir des conséquences pour sa carrière? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est son âge. Il n'a pas 25 ans, il n'a pas 10 ans ou 15 ans de carrière devant lui. Il lui reste peut-être 2 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être encore 2 ans à combattre. Mhm. Donc quelques combats, et ce serait vraiment très embêtant qu'il ne puisse pas le faire. Bon, on sait qu'avec John Jones, lorsqu'il avait des problèmes judiciaires, à certains moments, c'était toujours pour lui possible de combattre. Mais bon, peut-être que Alex Pereira sera obligé de rester aux États-Unis, par exemple. Ce qui serait pas un problème pour pouvoir combattre, mais c'est possible qu'il ne puisse plus voyager à l'étranger. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ouais, je pense que tu as fait un très bon, pas si résumé que ça de la situation. Je suis assez d'accord avec toi. C'est le genre de situation où tant que t'as pas les preuves, tu peux pas te positionner. Tu vois, j'ai vu pas Et mal même de pas de gens preuves, accuser. même les preuves, Ouais, c'est parce que les preuves, regarde, il y a contre Johnny Depp, il y avait des preuves, mais pour moi, c'est juste les seuls qui peuvent dire oui ou non, il y a eu, c'est caractérisé, c'est réel, ça l'est pas. C'est un tribunal, c'est pas ouais, c'est Internet, ça. c'est pas nous qui n'avons pas d'éléments qui allons pouvoir juger, voir ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est typiquement le problème aujourd'hui. C'est voilà, il y a des gens qui ont rushé sur l'info pour accuser la fille de menteuse pour son travail. Comme elle travaille pour OnlyFans, automatiquement c'est une menteuse. Ça joue pas contre elle, mais Non, non, ça joue contre elle. Ça joue contre elle. En fait, en termes de pardon, ça joue réputation, contre elle. C'est ça que je voulais dire. Ça joue contre elle, mais c'est pas, enfin c'est pas un indicateur. Tu vois, tu peux pas dire, bah elle est sur OnlyFans, elle veut faire sa pub et c'est une menteuse du coup. non, et en C'est- plus de ça, le souci, c'est. euh, En fait, ça joue contre elle parce qu'elle aurait une raison d'accuser à tort une personne qui est connue. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Oui, ça joue. voilà. Et elle pourrait gagner de Ouais. l'argent avec ça. Par contre, à l'inverse, il faut aussi la défendre dans le sens, ce n'est pas parce que tu as un OnlyFans que tout le monde peut te violer. Dire, ah oui, bon, bah alors tu as un OnlyFans, Exactement. allons-y et on peut la violer parce qu'elle a un OnlyFans. Ouais. Donc, enfin, c'est Exactement. pas comme ça que ça se passe. Donc, du coup, voilà, j'ai écouté, j'ai vu certaines analyses et je sais pas quoi en penser. Je préfère pas me positionner. Je suis Mais juste un peu choqué dans les deux cas. Je suis choqué si jamais, vraiment choqué si Alexa Pereira l'a fait, et vraiment choqué si jamais cette fille est en train d'inventer tout ça pour pouvoir gagner de l'argent. Je trouverais ça vraiment très, très moche. en fait, c'est ça la situation. C'est que un des deux est un gros connard. Voilà, C'est le c'est seul ça. truc que moi je pense. C'est un des deux est un gros connard. C'est Ou une ça. grosse connasse, en l'occurrence. Mais genre grosse, quoi. Gros. Ouais, c'est Slash ça. gros. Et on peut pas, voilà, comme tu l'as dit. Ça, maintenant, ça relève potentiellement du tribunal, parce que si aucun des deux ne porte plainte, bah voilà, ça restera une affaire publique qui sera éphémère. Et ça sert à rien même d'essayer d'investiguer, parce que on n'aura pas les éléments. Elle ne les a pas eux-mêmes. Actuellement, il y a que eux deux qui savent. Ouais, c'est ça. Actuellement, il y a que eux deux qui savent la vérité. Et j'aime bien la position que tu prends au final. C'est en tant que fan de MMA, pour le moment, le seul truc qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les implications par rapport à la carrière de Alex. Est-ce que la raison pour laquelle Rakic contre Ankalaev a lieu parce que Alex Pereira est là-dedans et que automatiquement on met sa carrière on hold. Mais elle a Voilà, posté il y on a en 7 jours saura. hein, la vidéo. Donc je pense que ça avait été annoncé avant ça. Donc je pense pas que ce soit le cas. Je Ouais, pense pas. ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas lié. Mais bon, voilà, je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. Bah, juste Voilà, une petite chose, c'est que voilà, toujours pour moi la présomption d'innocence va toujours primer. Euh, Voilà, je pense que des personnes connues sont souvent exposées à plus de personnes, des fans, des gens qui sont intéressés, etc. Et donc, du coup, quand il y a une accusation envers eux, encore plus que vers une personne normale, il faut juste faire très attention à ce qu'on dit parce que ça peut avoir des conséquences énormes pour ces personnes parce que la réputation, elle leur gagne pas. Donc, par exemple, c'est ça que je veux dire, c'est que ça a une implication plus grande euh, que si, par exemple, c'était, je dis une bêtise, hein, mais un boulanger
Et elle le dit, mais personne ne le connaît, on s'en fout, et à la limite, c'est juste les tribunaux qui doivent régler ça. Mais là, le dommage peut être double. Ça peut être, il doit prouver qu'il est innocent, ou si jamais il est coupable, il doit se défendre devant un tribunal. Et en plus de ça, ils doivent se défendre médiatiquement. Et c'est très C'est ça. compliqué. Et donc, ça fait double peine, en fait. C'est ça le souci. Là où il ne doit pas trop se défendre, j'ai l'impression, enfin moi, des commentaires que j'ai lus, les gens se positionnent plus contre Meredith Ah que oui, contre mais Pereira, parce donc qu'il j'ai est pas connu. l'impression que ça Mais parce touche. qu'il est connu. Parce qu'il est Ouais. connu. Et le problème, c'est ça, c'est que, bon, avec le mouvement, si jamais elle faisait appel, par Ou exemple. attends, parce qu'il est connu, mais tu as une accusation pareille envers McGregor ou envers John Jones, il y a beaucoup plus de gens qui vont se positionner contre John Jones ou contre McGregor, je pense. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. On est d'accord, mais par exemple, lorsque McGregor a eu les accusations lors du combat, non, du basketball, je pense, c'était du basketball, d'avoir eu, bon, je sais pas si je peux le dire sur la chaîne, mais une felle, blablabla, dans les toilettes, bah du coup, euh, les conséquences ne sont pas aussi graves que ça s'appelle l'effet de halo. C'est lorsqu'une personne qui brille dans un domaine, alors on lui donne plus de choses positives, on lui attribue plus de choses positives et moins de choses négatives qu'une autre personne qui serait accusée de la même chose. Donc du coup, même si McGregor est sulfureux, etc., on lui tient moins rigueur de certaines choses que si c'était une autre personne qui aurait été dans le même contexte. C'est le cas. Bon, maintenant, bien sûr que McGregor, avec son passé supposé avec la cocaïne, etc., bah, du coup, c'est plus probable que d'avoir un comportement déviant. Que Alex Pereira, on n'a jamais entendu quoi que ce soit. Au contraire, son histoire est magnifique. Il avait des soucis d'alcool et puis au final, il s'en est sorti. Il est vraiment clean. Ça fait 10 ans qu'il boit pas. Il est à fond dans le sport et voilà. Donc, mais bon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, c'est ça, c'est au même titre que la nana qui a un OnlyFans, c'est pas pour autant C'est ça. qu'elle C'est dans ment les et deux c'est pas sens. pour autant qu'on a le droit d'abuser d'elle. Au même titre que c'est pas parce qu'il a jamais rien fait public, enfin qui a été publiquement annoncé comme négatif que automatiquement il est sage. Donc voilà, encore une fois, il faut prendre du recul, il faut pas Pas juste pour aveuglément insulter l'un ou l'autre. Laissons ça à la justice. laissons ça à la justice si ça va jusque là. Sinon, au domaine public entre elle et lui, voir s'il lui répondra, etc., etc. Bon, Mais en dernière parlant de chose, tribune, ouais, pardon, vas-y. juste pour clôturer là-dessus, c'est juste pour dire, voilà, nous on a hésité à parler de ça. D'ailleurs, la première fois que tu m'as demandé, je t'ai dit non, on n'en parle pas. Parce que, voilà, c'est le genre de sujet dont on n'est pas trop fan. On n'aime pas parler de ça. La seule chose qu'on voulait dire, c'était, voilà, il y a eu une demande de certaines personnes de pouvoir en parler. Nous, on essaye de juste relater les faits parce que ce sont des news et surtout essayer de voir si ça va avoir un impact sur le sport qu'on aime tant et voir ça de cet angle-là. Et au final, la réponse est plus vous dire, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas exactement si ça va aller au tribunal ou pas et les conséquences que ça pourrait avoir. Voilà. Voilà, on en est là et je pense qu'il y a rien de plus à dire. Bon, en parlant de tribunaux, on va terminer sur un sujet de quelqu'un qui est très habitué à ça, Conor McGregor. Euh, Dana White a annoncé. La transition. Picobello. Donc Dana White a annoncé pendant le Dana White Contender Series d'ailleurs, l'honneur Cavanagh j'avais dit avant l'événement de suivre ce gars exceptionnel, quel KO, il est signé. Donc Le Dana crochet, White a tu parles du annoncé. crochet. Ouais, le Ouais, crochet. ouais, incroyable. Superbe. Hein. Et allez, franchement, allez voir ces combats au Cage Warrior, ça vaut le détour. Donc Dana White annonce que Conor ne sera pas de retour avant 2025. Conor a répondu qu'il sera de retour en décembre 2024. Donc tout ce qui touche à Conor. Attends, On sait juste pas. une petite chose. Pour ceux qui se rappellent, la première vidéo que toi et moi on a fait, la toute première vidéo, c'était exactement la même phrase. Tu me disais qu'il y avait eu un KO magnifique qu'il fallait voir, mais qu'en parlant de Conor, il y avait un problème problème avec Conor. C'est incroyable. Je crois que c'était. Ah, il faudrait que je retourne voir, c'est énorme ça. C'est énorme, c'est énorme. Full circle, on a fait, Ouais, le tour. je l'ai vu, je me dis, j'ai un déjà vu, j'ai l'impression qu'il a déjà dit ça. Donc c'est incroyable. Donc oui, donc du coup le KO il est incroyable, ça vaut la peine de le voir. Il est sur faut même pas aller chercher sur le Fight Pass, il est sur l'Instagram de l'UFC, vous pouvez le voir, ils l'ont mis un petit peu partout sur ESPN, etc. Il est vraiment très très beau. Et concernant Conor, alors je sais que je pense trop business, mais bon, c'est ma position dans ce podcast-là. Mais là, je pense aussi que c'est un coup de pression de Dana. Je pense que voilà ce que je pense. Voilà, je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais c'est ce que je pense. Je crois que Conor se fait trop désirer, fait trop la princesse. Et donc,
Dana White a un intérêt à ce que le combat se fasse le plus tard possible, et vous allez dire mais pourquoi, etc. C'est juste parce que Conor a un certain âge, et si jamais il sort, il sera libéré de son contrat, il pourra faire quelque chose d'autre. Donc au plus c'est retardé, au plus c'est intéressant pour Dana White. Et donc, comme Conor a mis du temps, et je pense que c'est pour des négociations entre les deux, parce que je vois pas d'autre explication, parce que normalement il pourrait être disponible. C'est pas son orteil qui va faire qu'au mois de novembre ou au mois de décembre c'est pas possible pour lui de combattre. Je pense pas. Et surtout en étant Conor. Donc du coup, je pense qu'on sait le mois de novembre ce sera John Jones. Ça sert à rien de le mettre sur cette carte là. Mais le mois de décembre, je pense que ça aurait été possible. Et donc ce que je pense que Dana White est en train de faire, c'est lui dit ok, donc écoute. Étant donné que tu n'acceptes pas ces conditions, on le fera l'année prochaine. Et donc, il l'annonce comme ça pendant le Contender Series. Maintenant, Conor réagit, il dit non, s'il te plaît, fais-moi combattre cette année. C'est décembre et donc levée de négociation pour Dana White. C'est pas donc bête, voilà, théorie, donc pas de négociation. Si tu veux négocier, rassis-toi à la table, mais c'est selon nos conditions. Donc voilà, c'est ce que je pense qu'est en train de se passer. Ouais, c'est possible en plus parce que quand tu regardes la dernière série de Conor McGregor, le docu-série sur lui, tu sens quand même, après je sais pas à quel point c'est manipulé, mais tu sens qu'il est frustré, qu'il a cette réelle envie de combattre activement, mais que c'est souvent en termes de négociation que ça bloque. Après, c'est une part de ta responsabilité aussi. Je sais, il y a un peu ce côté, tu dois connaître ta propre valeur et combattre uniquement à ta propre valeur, donc respect pour ça. Mais si de l'autre côté, tu es frustré parce que tu combats pas assez, parce que tu veux 5% en plus, bon, à un moment, voilà. Mais ouais, c'est totalement plausible. C'est totalement plausible que Dana White fait ça. C'est en mode, non, il combattra en 2025, comme ça m'arrange qu'il combatte plus tard, comme ça il est plus âgé, et comme ça s'il veut faire du bare knuckle après, ben, il aura pris en âge. Et de l'autre côté, ben, c'est un win-win, parce que soit on le fait combattre plus tard, soit lui-même revient en disant, non, je veux combattre en décembre. Ah ouais, tu veux combattre en décembre, ben voici les conditions. C'est ça, c'est ça. Bien joué. Ben, c'est ce que je pense qui se passe, et franchement, masterclass en cours de l'UFC. Vraiment. Dana White perd un cheveu à chaque fois qu'il fait une bonne décision business. C'est vrai. Bon, décisions qui sont parfois controversées et qui peuvent aller au tribunal, mais en soi... Bonne décision business. J'ai pas dit une bonne décision éthique et business. Mais franchement, on peut dire ce qu'on veut. L'UFC est quand même incroyablement forte pour tout ce qui est négociation. Vraiment incroyable. C'est prendre tous les éléments en compte et pouvoir jouer tant avec les médias, ce que les gens vont dire, avec mettre en avant certains combattants, parce que on le sait, on peut revenir encore quelques petites secondes dessus. Regardez les vidéos de ce que disait Dana White sur John Jones quand John Jones n'était pas là. Et puis regardez les vidéos, maintenant ça devient un mime. Mais il sait que tout ça est éphémère. Que voilà, tu peux dire quelque chose, ouais, ça passe. Et les gens vont pas faire cet effort justement de dire regarde ce que tu disais en 2017. Il y a eu une blague, justement, il y a eu un mime qui est sorti, mais qui m'a fait trop rire. Aux États-Unis, lorsque vous êtes en train de sortir des secondaires, vous pouvez avoir un yearbook ou quelque chose comme ça avec des photos. Et alors, on voit une photo de Dana White en étant jeune en disant John Jones is the number 1.4 pounds. Donc, traduction, John Jones c'est le numéro 1. Et en fait, c'est ça qui est trop drôle avec Dana White, c'est que il est fort. Pourquoi est-ce qu'il est fort? C'est parce que son but, donc c'est un promoteur, c'est de faire la promotion de combat. Il sait qu'il va avoir un combat avec John Jones contre Stipe, et c'est confirmé maintenant. Il n'y aura pas de combat après. Il a dit il n'y aura pas de combat contre qui que ce soit, ni contre Alex Pereira, ni contre peut-être John Jones, Ngannou, mais encore alors là, l'Arabie Saoudite va devoir mettre des centaines de millions pour avoir ce combat-là. Mais sinon, il a juste dit voilà, moi. Je considère que John Jones c'est le meilleur et il doit combattre le meilleur poids lourd de tous les temps. Et au final, le problème c'est qu'il perd en crédibilité. Mais pour toutes les personnes qui regardent de temps en temps, qui regardent pas, la conférence de presse d'après combat de Dana White Contender Series, parce qu'il faut vraiment être fan pour regarder à ce point-là. Et donc du coup, quand tu regardes, tu dis bon bah. Ok, ça fluctue en fonction de ses intérêts, et c'est le cas, c'est son boulot, c'est ce qu'il doit faire, il doit faire la promotion. Donc moi, j'apprécie pas trop parce qu'il y a des gens qui pensent que sa parole vaut de l'or, mais non, sa parole vaut juste de l'or en fonction de la promotion. Voilà. Parfait, on a fait le tour. John, un tout grand merci, les amis. Si vous êtes encore connectés maintenant et pas encore abonnés, abonnez-vous. Ciao, ciao, belle journée. À bientôt, ciao, ciao.